Donc, c'est le programme classique d'un module d'électronique analogique. Donc, le transistor bipolaire. Alors, le transistor bipolaire, bien sûr, on va voir les circuits de polarisation et aussi le régime dynamique, c'est-à-dire le transistor en tant qu'amplificateur. Ensuite, on verra le transistor à effet de champ. Donc, transistor à effet de champ, donc c'est un autre type de transistor. Il y a le transistor bipolaire, il y a aussi le transistor à effet de champ. Et puis, nous allons voir les amplificateurs opérationnels avec les différents montages fondamentaux des amplificateurs opérationnels. Bien sûr, dans cette partie, on parlera des filtres, des oscillateurs, etc. Et puis, on verra aussi, on essaiera de voir un peu le comportement des transistors en haute fréquence. Donc, en haute fréquence, les composants ne se comportent pas de la même manière qu'en basse fréquence parce que certains phénomènes commencent à apparaître et donc il y a certaines choses qui changent. Donc, on verra, par exemple, que devient un transistor bipolaire lorsqu'on est en haute fréquence. On va essayer de voir. Voilà, donc ce sera à peu près l'ensemble de ce que nous allons voir dans ce module. Alors, donc, ce module, bien sûr, comme tous les autres cours, il y aura des séances de cours, il y aura des TD et il y aura aussi des TP. Alors, les TP, donc on va essayer de faire certains TP à distance. Je ne pense pas qu'on aura l'occasion de les faire en présentiel, mais on va voir qu'on peut faire beaucoup de TP à distance. Donc, nous allons voir, il y a des simulateurs pour les TP, il y a des simulateurs, il y a plusieurs simulateurs, soit des simulateurs que vous pouvez installer sur votre ordinateur, soit des simulateurs en ligne, c'est-à-dire c'est des sites web, il suffit de taper l'adresse du site pour se trouver dans le simulateur. On va travailler avec des simulateurs en ligne. Les simulateurs à installer, alors en général, ce sont des simulateurs payants. Donc, il faut faire attention si vous craquez un logiciel, vous n'avez pas le droit. Donc, il faut faire attention, surtout si vous publiez vos travaux sur Internet. Mais sinon, il existe un simulateur gratuit, c'est LT Spice. Donc, ça, c'est un simulateur gratuit. Donc, vous avez parfaitement le droit de travailler avec, de simuler tous les circuits. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas comment ça va être organisé pour les examens. D'habitude, on avait un examen CC1 plus un deuxième examen CC2 plus une note de TP. Donc, en général, il y a 3 notes de TP. Donc là, avec les conditions dans lesquelles on se trouve maintenant, avec ces enseignements à distance, je ne sais pas s'il va y avoir 2 examens ou un seul, mais dans tous les cas, il y aura une note de TP qui peut donc, on peut mettre beaucoup de travaux dans les TP. Alors, les TP, ça peut être des manipulations à faire. Ça peut être des mini-projets, ça peut être des devoirs. Donc, des devoirs, il peut y avoir des devoirs, leur note peut être incluse. Ou bien, on peut faire une note de CC1 qui peut englober des devoirs et des travaux, en plus des TP, bien sûr. Et pour un examen final qui sera le CC2. On verra donc ça au fur et à mesure qu'on avance. On verra comment les choses vont donc évoluer. Donc, pour commencer, donc on va faire une petite révision. Alors, vous savez que en électronique, quand on parle d'électronique, donc en général, c'est des circuits électriques. C'est en général des circuits électriques, donc c'est des courants électriques. En électronique, c'est souvent des petits courants, hein, c'est des courants de faible courant, parce que c'est des cartes électroniques, c'est surtout des informations qui circulent, des petits signaux, donc c'est des courants de l'ordre de milliampères. Par contre, les courants forts, on les trouve dans l'électrotechnique ou bien dans l'électricité industrielle, etc. Donc, dans les circuits électroniques plutôt, donc, le paramètre principal qui est donc responsable de tous les aspects, de tous les comportements des circuits, c'est le courant électrique. Donc, tout est basé sur le courant électrique. Alors, le courant électrique, donc là, je commence la révision presque de zéro parce que je sais qu'il y a des gens, vous êtes issus de plusieurs formations différentes. Il y en a qui ont déjà fait ça plusieurs fois, il y en a qui voient ça presque pour la première fois. Donc, c'est pour ça que je commence la révision presque de zéro. Donc, la définition du courant électrique, c'est quoi? Alors, le courant électrique, c'est le déplacement
d'un ensemble de porteurs de charges électriques, c'est-à-dire des charges électriques qui se déplacent, ça donne un courant. Alors, ces charges électriques peuvent être des charges positives, ils peuvent être des charges négatives. Alors, d'une manière générale, les courants électriques usuels qu'on voit dans les câbles autour de nous, c'est des électrons, donc c'est des charges négatives qui se déplacent. Donc, ce sont des électrons. Mais ça existe aussi des charges positives, par exemple, des solutions liquides, dans les électrolytes, hein, on appelle ça des électrolytes. Par exemple, dans de l'eau, si on met du sel dans l'eau, on va avoir des ions Na+, des ions Cl-, donc ils participent tous à transporter un courant électrique. Donc, on peut avoir des chlores Cl-, ou bien des atomes hydrogène chargés positifs, donc des ions positifs, des cations, ou bien des ions négatifs, des anions. Donc, ça peut aussi faire transporter. Donc, on appelle ça des porteurs, on les appelle des porteurs de charge. Par exemple, un atome, il a perdu un électron, donc il a un proton de plus, donc on dit que c'est un cation. Et lorsqu'il se déplace, ça fait une charge positive qui se déplace. Un atome, un anion, c'est-à-dire un atome chargé négatif, quand il se déplace, ça fait une charge négative qui se déplace. Un électron qui se déplace, ça fait une charge négative qui se déplace. Et nous allons voir que dans le semi-conducteur, il y a aussi ce qu'on appelle des trous. Alors les trous, c'est... on verra ça, on va expliquer ça quand on va parler de la jonction PN. Alors, les trous, ce sont on va dire, chaque fois qu'il y a un trou dans un matériau, il y a à côté une charge positive qui est égale à la charge de l'électron, mais positive. Normalement, c'est une charge sur un proton, mais elle est associée au trou parce qu'elle va avec le trou. Donc, les trous sont considérés comme des charges égales à plus Q, Q étant la charge élémentaire de l'électron. Et pour l'électron, c'est moins Q. Donc, Q, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc, l'unité de la charge, c'est le coulomb. Donc, pour transporter ces charges électriques, on utilise des conducteurs, donc des métaux, des conducteurs comme le cuivre, comme l'aluminium, etc. Donc, ce sont des matériaux. Alors, pourquoi le cuivre, c'est un conducteur? Parce que le cuivre, si vous prenez un fil de cuivre, alors dans le cuivre, vous avez des atomes Cu, et ces atomes, ils ont un électron. Chaque atome peut libérer un ou deux électrons. Donc, l'atome reste chargé positif, mais il libère un électron. Donc, on va voir ce qui fait qu'on va avoir plusieurs électrons libres qui peuvent se déplacer. C'est comme si c'était un récipient rempli avec des particules. Donc, ils peuvent circuler dans un sens comme dans l'autre selon le sens du champ électrique. Donc, ici, un morceau de cuivre, c'est un réservoir rempli d'électrons libres. Alors, un électron libre, c'est-à-dire un électron qui a été facilement arraché à son atome. Chaque atome peut libérer un électron, dans certains cas deux électrons, mais pas plus. Il ne peut pas libérer autour d'un atome, il y a plusieurs électrons, donc il ne va pas les libérer tous. Il libère certains électrons qui se trouvent sur la couche de valence ou bien sur la bande de valence. Donc, finalement, on se trouve avec un réservoir rempli avec des électrons. Donc, si on crée un champ électrique dans un sens, ces électrons vont circuler. Donc, si on crée une tension entre les deux bords du morceau de l'aluminium, donc ces électrons vont circuler et donc ça donne un courant électrique. Ensuite, les autres matières, on peut trouver des isolants. Alors, les isolants, ils n'ont pas d'électrons libres parce que les électrons sont fortement liés à leurs atomes. Donc, même si on applique un champ électrique, ces électrons ne peuvent pas se déplacer. Ils sont liés, il y a une énergie qui les lie à leurs atomes, donc on ne peut pas les arracher à leurs atomes. Donc, on ne peut pas faire passer des courants dans un isolant comme le plastique ou bien le verre, etc. Donc, il existe des matériaux intermédiaires entre conducteurs et isolants, ce sont les semi-conducteurs. Donc, les semi-conducteurs sont les matériaux qu'on utilise le plus en électronique. Donc, pour faire des diodes, pour faire des transistors, c'est toujours des semi-conducteurs. Alors, semi, ça veut dire demi, c'est-à-dire conducteur, mais pas vraiment conducteur, ni vraiment isolant. Donc, il conduit, mais selon des conditions. Donc, on peut contrôler cette conductivité, c'est-à-dire on peut le rendre plus conducteur ou moins conducteur, ou conducteur dans un sens, ou non conducteur dans l'autre, etc. Donc, on appelle ça des semi-conducteurs. Alors, exemple de semi-conducteurs, le silicium, le germanium, et puis il y en a d'autres qui sont composés par plusieurs atomes, comme le GaAs, c'est-à-dire l'arsenure de gallium, l'InP, c'est-à-dire le phosphure d'indium. Donc, il est composé par deux types d'atomes, indium et phosphore. Ici, deux types d'atomes, gallium et arsenic. Ici, un seul type d'atome, germanium.